8h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Demandez à la foule de se calmer. Qu'est-ce que ça veut dire assassin ? Assassin, ça veut dire un meurtre avec préméditation. Qu'est-ce que dit cette foule ? Que le président de la République a prémédité la mort de Français ? Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la foule accuse le président de la République d'avoir prémédité la mort de Français. C'est extrêmement grave. Voilà, vous entendiez les paroles du commentateur de BFM TV, journaliste politique, Philippe Corbet. Ça veut dire que le président de la République a prémédité la mort de certaines personnes. C'est extrêmement grave. Vous souhaitiez, Rémy Tell, commencer vos paroles révoltées par cette première révolte ? Oui, parce que je crois que cette polémique, en fait, illustre à merveille ce que je dénonce dans le livre, qu'il s'agisse de l'inversion accusatoire, du déni complet du réel ou de l'indifférence morale. Élevons un peu la réflexion 2 secondes et sortons du cas d'Emmanuel Macron. Que dirait-on d'un président qui refuserait délibérément de soigner des malades lors de la survenue d'une pandémie ? Que dirait-on d'un président qui, dans une désinvolture monumentale, engage une politique de vaccination massive dont il ne connaît pas les effets ? Que dirait-on d'un président dont la politique d'ingénierie sociale pousse des dizaines de jeunes au suicide ? Que dirait-on d'un président qui, au début de la crise sanitaire, aurait fait demander de précipiter la fin de nombreuses personnes âgées dans les EHPAD ? Chacun en tirera ses conclusions. En tout cas, la mienne est la suivante, c'est qu'Emmanuel Macron devra effectivement répondre des décès évitables intervenus lors de la crise sanitaire, et il a une responsabilité dans ce fait-là. Et donc cette polémique montre bien que vos confrères là, de BFM sont, comme souvent, dans le métaverse, c'est-à-dire qu'en sincérité, ils ne semblent même pas comprendre ce que souhaite dire la foule. Alors il se trouve que c'était pas sur le sujet de la crise sanitaire, c'était sur le sujet des violences contre les personnes, mais au fond le problème est le même, nous avons quitté le monde réel. Il y a quand même un vrai sujet, un autre sujet, Rémy Tell, là-dedans, c'est que jamais un président de la République n'a suscité autour de lui une telle haine. On a vu au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il y a quand même des Gilets jaunes qui ont investi un ministère, on a quand même vu des pantins du président de la République pendus, brûlés, des portraits saccagés, etc. Enfin, c'est évidemment un moyen d'exprimer une colère, mais c'est vraiment la personne même d'Emmanuel Macron qui est visée depuis le début de son mandat, et ça c'est la première fois que ça arrive, donc crier Macron assassin, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin et c'est révélateur. Et évidemment, l'addition des voix convergentes ne fait pas une vérité, mais quand une partie non négligeable du peuple français tient des discours tels que ceux-ci, qu'il s'agisse de la question de l'insécurité ou de la crise sanitaire, ça devrait nous interroger sur ce qui motive leur discours, et plutôt que de les discréditer comme ça en balayant ces paroles révoltées et aussi d'un revers de la main, écoutons ce que ces Français ont à nous dire. Et Rémy Tell, dans l'introduction de votre livre, vous le dites, d'ailleurs vous dites, il y a une révolte dans le peuple, mais encore faut-il qu'il puisse s'exprimer. Et c'est peut-être aussi, pour faire un lien encore avec ce Macron assassin, il y a parfois des sorties non prévues de la violence populaire, parce que finalement elle n'a pas l'occasion, elle n'a pas le loisir de s'exprimer autrement. Bien sûr, nous avons basculé là, en gros ça date depuis l'élection présidentielle américaine de 2020, vraiment dans un moment de censure tous azimuts, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux télé, la parole n'est plus libre. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que théorisait Raymond Aron, mais aujourd'hui on en tire des conclusions encore plus élaborées. Vous avez des religions séculaires qui se sont mises en place et qui, comme toutes les religions, ont leurs dogmes, leurs superstitions, leurs pensées magiques et leurs hérétiques. Et donc les hérétiques sont excommuniés. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et bien loin d'apaiser en réalité le débat public, cela ne fait qu'exacerber les tensions et précipiter effectivement vers des formes de violence ou des formes de haine, comme le disait Marc Hainaut. Mais ceci dit, Rémy, on est aussi dans un moment où les hérétiques, entre guillemets, ont des moyens d'expression jamais vus. Je pense par exemple, on va prendre la droite conservatrice, on va dire la droite un peu tendance RN, Marion Maréchal. Il y a 25 ans, ils étaient bannis des plateaux télé, d'autant que la télévision et les journaux étaient le seul moyen d'expression. Ils n'étaient plus invités nulle part, on ne les voyait plus. Et aujourd'hui, ils ont plein de canaux de diffusion. Il y a des chaînes de télé, des radios qui commencent à être acquis à cette idée, en tout cas à laisser une bonne place à cette idéologie-là.
la censure n'a jamais été aussi violente, en tout cas sur les réseaux sociaux via les GAFAM, etc. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de canaux d'expression, donc il y a aussi un côté positif. En tout cas, le tableau n'est peut-être pas si noir que ce que vous laissez. Non, effectivement, mais là, le défi qui nous attend pour les prochaines années, c'est de transformer l'essai politiquement. C'est-à-dire la conscience la infuse au sein de la population grâce à des médias tels que le vôtre, grâce au travail de beaucoup de militants. Mais politiquement, ça ne prend pas encore. Et d'ailleurs, les sondages, il y en a un qui est sorti encore ce matin, semblent le démontrer. C'est-à-dire qu'en dépit d'une majorité de Français plus ou moins alignés avec ce qu'on peut leur dire, ça ne produit pas d'effet politique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de majorité. Pour préciser, c'est un sondage OpinionWay qui met Macron à 27%, Marine Le Pen à 20%, Jean-Luc Mélenchon à 14% et Éric Zemmour et Valérie Pécresse à 10%. Voilà, comme ça les auditeurs ont les chiffres. Et je rajouterais juste une chose, autre défi. On est rentré aussi beaucoup dans des boucles cognitives. Moi, je le vois notamment sur les réseaux sociaux, où en fait, il y a énormément de réactions, mais ce sont des réactions de gens qui sont déjà convaincus. L'enjeu, c'est comment parle-t-on à des Français qui ne sont pas sur Twitter, qui peut-être ne lisent pas la presse d'opinion ou n'écoutent pas Radio Courtoisie, mais qui méritent d'être informés sur ce qui est en train de se passer pour notre pays. À ce propos, je me rappelle d'une phrase de Rémy Tell, à la dernière interview, il m'avait dit « Mais moi, si je reçois des commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, je suis heureux. » Parce que ça prouve que là, je touche des personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore nos propos. Et c'est aussi tout l'objectif, j'imagine, de ce livre, de passer sur le livre et plutôt de sortir des manifs ou des réseaux où, en effet, on est tous dans des formats de bulles, en fait, malheureusement. Et je voudrais revenir à votre mot tout à l'heure de métaverse, ce qui est très intéressant, puisque vous avez aussi le titre d'une de vos chroniques qui s'appelle « Il faut reconquérir le réel ». Je pense qu'il y a un vrai problème de déconnexion, en effet, entre les journalistes, les politiques et le réel, et ce que vivent les gens, le fait qu'ils ne puissent pas faire un plein d'essence entier aujourd'hui, qu'il soit au centime près, le fait qu'il y ait des personnes qui étaient touchées, notamment beaucoup de femmes, par des effets secondaires sur la vaccination, et qu'on n'ait pas le droit d'en parler. Ça, c'est le réel, c'est le tous les jours. Et puis, il y a le discours de plateau. Le métaverse. L'injection qu'on vous propose est un vaccin, et ce vaccin est sûr et efficace. Il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, et Zelensky, c'est Churchill. Oui, enfin seulement 5%, mais 5% c'est pas si grave. Bien sûr. Le nageur Lia Thomas, anciennement William Thomas, qui était 343e dans les compétitions et qui se retrouve, donc qui est transgenre, qui est 343e dans les compétitions masculines, premier dans les compétitions féminines, n'est pas un nageur, c'est une nageuse. Et c'est une femme. Le métaverse total. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, entre parenthèses, si le nouvel horizon proposé, c'est justement ce projet là par les GAFAM d'avoir une virtualité complète, mais qui en réalité est déjà présente. Alors, ce qui est intéressant avec Lia Thomas, vous faites bien en parler, c'est que Lia Thomas, idéologiquement, on a l'impression qu'une majorité était ouverte aux questions de l'accueil des personnes transgenres, etc. Parce que tant qu'on est dans l'idéologie, on est dans l'idée, on est dans la sympathie, la même chose. Mais là, dans la réalité, je pense que toutes les nageuses présentes étaient de ferventes défenseurs de l'inclusivité, de l'inclusion, etc. Là, quand vous vous retrouvez au pied du podium par un homme devenu une femme, je pense que la réalité fait quand même mal. Et à un moment donné, quand cette réalité s'invite, il y a un silence gêné quand même sur les performances de Lia Thomas, même de la part des militants spécialisés entre guillemets, parce qu'en fait on est en train de s'apercevoir qu'on est en train de créer une invisibilisation des femmes encore plus grande que ce qu'ils dénonçaient à la base. En fait, c'est finalement le serpent finit quand même par se mordre la queue au bout d'un moment. Et c'est là où il y a un motif d'espoir, c'est-à-dire que le réel finit toujours par nous rattraper. C'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrivera prochainement malheureusement avec les sanctions contre la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces paroles révoltées, j'ai pas simplement voulu dénoncer beaucoup des textes qui figurent dans ce livre ont été écrits en fait avant même la crise sanitaire, bien avant la crise sanitaire. J'ai pas voulu me contenter simplement d'une dénonciation mais de dire que nous avons en nous des motifs d'espoir par notre culture, par notre capacité à dialoguer les uns avec les autres. Et moi, je suis assez optimiste pour l'avenir. Je crois que ce monde-là s'effondre et donc si vous voulez, il manifeste sa perversion dans une forme un peu paroxystique, mais c'est plutôt l'expression de sa fin
en réalité que de sa victoire totale. Alors, une des raisons de votre optimisme, elle se trouve dans une autre chronique, c'est Vive la droite mousquetaire. Vous parlez de cette droite qui combat. Donc, vous reprenez une expression de Denis Tillinac. Oui, le regretté Denis Tillinac. Voilà. Donc, il faisait la distinction entre... Non, c'est vous qui faites la distinction entre droite mousquetaire et droite des valets. Mais vous reprenez cette expression de Tillinac et vous dites, voilà, cette droite mousquetaire, elle est encore là, elle se bat et elle s'est battue notamment lors du vote de la loi bioéthique. Et elle s'est battue lors du vote de la loi bioéthique, où alors beaucoup de députés LR étaient aux abonnés absents ou ont voté pour, se sont abstenus. Alors, il faut quand même rappeler ce dont on parlait. On a vu à peu près la même chose pour le pass sanitaire, d'ailleurs. Sur le pass sanitaire, bien sûr. Vous savez, c'est cette phrase de Gunther Anders, la bonne conscience de l'absence de conscience. Hannah Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Là, le projet de loi bioéthique, on organisait la création d'un individu chimère homme-animal, l'avortement à 9 mois pour détresse psychosociale, ça n'a choqué personne. Et le débat public a été complètement inexistant sur cette question. Heureusement, il y avait quelques mousquetaires à l'Assemblée et dans les rues pour s'indigner de ce qui était en train de passer. Et je crois que c'est sur eux que nous allons devoir compter dans les années à venir. Cela suppose quand même... Ils ne sont quand même pas bien nombreux. La preuve, c'est que finalement, à chaque fois, les lois sont votées. Hein. Alors, ils ne sont pas nombreux parce que la pensée s'effondre et que la préservation de sa jouissance individuelle, finalement, l'emporte aujourd'hui sur toute considération éthique, morale. Vous savez, c'est pas forcément facile de s'engager sur ces questions. Vous allez boire un verre avec un ami, voilà, je viens de faire un texte contre le projet de loi bioéthique. Ça rend pas très populaire, en règle générale. Mais de toute façon, vous avez déjà perdu tous vos amis, Rémy. Mais j'ai déjà perdu beaucoup d'amis. J'en ai récupéré pas mal d'autres. Alors, puisque vous citez Hannah Arendt, on va continuer dans vos citations d'Hannah Arendt, puisque, alors ça c'est un texte sur Auschwitz, vous parlez, c'est une référence à Arendt, puisque une citation, vous parlez de l'invraisemblable accessibilité du mal. Et c'est vrai que moi aussi, je me suis fait cette réflexion. Quand on lisait La banalité du mal, on se demandait avant comment vraiment aujourd'hui ça pouvait arriver. Vraiment, ce n'était que dans les pires heures de notre histoire. Et finalement, cette page a été tournée. Et de plus en plus, on vient se reposer la question. Et en effet, de cette accessibilité, je trouve que l'expression est très forte, de l'accessibilité du mal, du fait que finalement, c'est si facile d'être dans le camp, alors on va le faire simplement, d'être dans le camp du mal. Surtout quand on est persuadé d'être dans le camp du bien. Oui. Et en tout cas dans le camp des gagnants, parce que le mal a toujours l'air gagnant. Ou dans le camp des gagnants. Et c'est pour ça, moi d'ailleurs, que je ne crois pas aux théories du complot. C'est-à-dire que la théorie du complot suppose une forme d'intentionnalité malveillante. Il me semble, le rasoir d'Occam, il ne faut pas attribuer à la malveillance qui peut être plus simplement attribuée à la bêtise, que notamment ce qui s'est passé là pendant 2 ans du fait de la crise sanitaire relève davantage de la corruption, de l'absence d'interrogation, de la nullité d'un certain nombre de professionnels de santé, il faut quand même être honnête, qui ne savent plus lire des études, qui ne comprennent plus ce qu'on leur dit et qui sont simplement devenus les jouets du discours qui suivent les conseils de certains cabinets privés. Exactement, qui suivent les conseils de certains avec tout ce phénomène de mimétisme. Mais sauf que quand on est vide à l'intérieur, on est disponible pour chaque chose, y compris le pire, et c'est malheureusement le mal qui nous guette à nouveau aujourd'hui. Vous parlez de la société du vide aussi dans vos textes. Là, on est en plein dedans, la société du vide. Vous dites que vous avez espoir malgré tout. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se reconstruit en ce moment ? Alors, je vais tenir un propos qui va être un petit peu dur. Il y a un effet générationnel dans ce qu'on traverse. C'est-à-dire que c'est pas une accusation personnelle. Les boomers sont les parents, nos parents, les grands-parents que nous chérissons. Mais il y a quand même un effet générationnel indéniable dans cette idée qu'il faut jouir sans entrave. Et aujourd'hui, jouir sans entrave, ça suppose de bloquer la vie de tout un chacun, de la jeunesse, etc. Mais c'est la même logique, au fond. Trouver normal que la jeunesse soit enfermée pour pouvoir ne pas avoir peur de Tout à fait. Nos enfants sont masqués à l'école, mais les boîtes de nuit étaient sans masque. C'est ça. Pendant et puis avec les clubs échangistes. Les clubs échangistes, peut-être que ça profitait à quelques-uns, mais et avec cette inversion aussi de la logique de transmission. Depuis des temps immémoriaux, être parent, c'était sacrifier un peu sa vie pour donner une vie meilleure à ses enfants. Aujourd'hui, on a renversé cette ambition, à savoir de sacrifier ses enfants
pour soi-même avoir une vie décente, ou en tout cas supposée décente. Et donc, il y a cet effet générationnel, et donc les années vont régler normalement, sauf si le transhumanisme a investi toute la société entre-temps, mais vont régler en partie ce problème. Et je crois que parmi la jeunesse, même si elle a été relativement absente là, de la mobilisation contre le pass sanitaire. Oui, c'est la question notamment. que j'allais vous poser, puisque finalement, à l'époque, vous aviez écrit un appel à la jeunesse pour qu'elle se lève avec vous. Elle ne se levait pas. Donc, comment pouvez-vous avoir confiance en cette jeunesse ? Parce que je crois que chez elle, comme dans la vie en règle générale, il y a un calme qui manifeste peut-être une attente de tempête. Et lorsqu'on discute avec des enseignants, ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent, on a face à nous une génération qui n'est pas en colère, qui n'a pas de colère, qui n'a pas de révolte, qui accepte beaucoup de choses. Peut-être parce qu'elle a été confrontée à tellement parce qu'elle était déconstruite aussi. Déconstruite, et puis habituée aussi. Habituée à cette inversion des repères, cette inversion des valeurs, le renversement accusatoire, etc. Et donc, d'une certaine façon, plus rien ne la choque. Et je crois que l'une des solutions, c'est peut-être de titiller cette jeunesse pour lui réapprendre à s'indigner et être choqué par ce qui se joue sous ses yeux. Et vous la titillez avec ce livre, Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Un livre qui n'est pas destiné seulement à la jeunesse, évidemment. Elle est destinée à tous. Et d'ailleurs, je le rappelle, je l'avais déjà dit, Rémy Tell, vous écrivez très bien. Vous avez une très belle plume. Donc vraiment, allez-y. C'est un livre facile et qui soulève de vraies questions sur notre actualité. Merci à vous, Rémy Tell. Merci à vous, Marc Hainaut. Merci à vous tous. Et merci à vous, chers auditeurs, qui nous soutenez. On a besoin de ce soutien pour garder cette radio indépendante. Franck, comment on fait ? Alors déjà, il faut nous soutenir pour rester libre et indépendant, enfin autant que possible. Vous pouvez aller sur soutenir.radiocourtoisie.fr et aider Radio Courtoisie avec un chèque, un PayPal, une carte bleue ou même du grain de café pour Clémence qui en consomme beaucoup. Et voilà, vous savez tout. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.